Bonjour et bienvenue à Antibes où nous recevons aujourd'hui Guillaume Ribard qui va nous raconter comment il a réussi à réaliser ses désirs au cours de sa carrière professionnelle dans l'armée française, un milieu pourtant réputé rigide et extrêmement hiérarchisé. Guillaume, bonjour. Bonjour Laura. Pouvez-vous nous raconter votre première expérience de mutation alors que vous veniez de rencontrer votre future épouse ? Le service de santé des armées dans lequel elle travaille et dans lequel elle voulait que je m'engage a plusieurs affectations en France, des hôpitaux essentiellement. Pour gérer tout ça, il y a la direction centrale du service de santé des armées. Et elle m'avait toujours dit que cette centrale, c'était impossible d'y aller en première affectation. Donc quand je reçois un coup de fil d'un agent de la direction centrale qui me dit « On a bien reçu votre dossier, est-ce que vous êtes toujours intéressé ?» Alors je lui réponds « Oui ». Mais en fait, je lui ai demandé plusieurs fois où j'étais affecté parce que je ne comprenais pas qu'il voulait que j'aille à cette fameuse direction centrale dans ce fameux Saint des Saints. Quelles étaient vos fonctions dans l'armée sur ce premier poste ? À la direction centrale, c'est tout simplement secrétaire administratif. Quelle est votre progression dans la suite des événements ? Alors j'étais première classe à ce fameux régiment et quand j'intègre ce nouveau statut du service de santé des armées, je reste secrétaire administratif et on me propose de passer directement à adjudant, donc directement 5 grades au-dessus sans passer de concours, d'examen ou quoi que ce soit, simplement parce que j'ai rempli un dossier et qu'il a été accepté. Dans quelles circonstances passez-vous le concours d'infirmier militaire ? À ce poste de secrétaire administratif, il était inclus plusieurs brevets et plusieurs examens qu'il fallait valider. J'étudie moyennement et au final, je fais une belle prestation et à ma grande surprise, je termine major. J'avais environ 25 ans et j'ai eu un flash où je me suis vu 20 ans plus tard, terne, à mon bureau. Ça, c'était pas possible. Donc je me suis interrogé sur les différentes opportunités qui étaient possibles en interne. Donc j'ai passé le concours. Le jour de l'oral de l'examen d'infirmier, je suis face à un jury de 4 personnes et une 5e personne qui est à l'écart, tournée de dos. Et je me dis, c'est elle la clé. Donc il faut que je sois attentif. Et d'un seul coup, elle se tourne vers moi. On est en plein sujet polémique de l'euthanasie. Et elle me dit, et alors pour vous, est-ce qu'il faut euthanasier ? Je réponds tout simplement que ce n'est pas une décision unique, que c'est une décision collective qui dépend du patient lui-même, de sa famille, de l'équipe, de la réglementation, de la législation, et que ça se traite au cas par cas. Et quelques semaines plus tard, je termine 2e au concours. Vous continuez dans les choses inenvisageables puisque vous refusez l'internat, pourtant obligatoire, lors de vos études d'infirmier à Toulon. Je refuse parce que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble en couple, je viens d'avoir un enfant, et le militaire qui s'occupe de moi me dit « Vous êtes militaire, vous devez obéir ». Ce à quoi je lui réponds « Avant d'être militaire, je suis citoyen, et le citoyen prime sur le militaire. Je ferai du cachot, vous me bannirez si vous voulez, mais je ne dormirai pas à l'école ». Donc la tension monte, je reste serein, ça monte de chef en chef jusqu'au colonel de l'école, qui décide effectivement que je ne dormirai pas à l'école puisque j'étais chargé de famille. Vous avez été un précurseur en quelque sorte puisque vous entraînez dans votre sillage une autre forme de rébellion chez vos camarades. Je ne vais pas dire que je suis le précurseur, on était plusieurs, en tout cas mon histoire fait que, effectivement, avec les autres, la pression des élèves a été telle que les enseignants, les cadres militaires ont dû repenser complètement la façon de nous diriger, de nous accompagner, parce que ça ne correspondait pas du tout au modèle auquel ils s'attendaient. On n'était pas que des militaires à obéir, on était aussi des infirmiers qui devions réfléchir et être créatifs. Donc nous avons, nous, élèves, dû nous adapter et les cadres, enseignants et militaires ont dû aussi s'adapter. Dans la suite de votre vie commune, votre épouse malheureusement tombe malade et vous cherchez à la rapprocher de sa famille, ce qui va demander, entre guillemets, un autre miracle de mutation, le 2e. Sa famille habite Nantes et je cherche toutes les opportunités de me rapprocher dans les différentes armées. Et il y en a une qui est très bien à Nantes, c'est en gendarmerie. Quand la direction centrale me contacte pour me proposer Rennes, quelque chose me dit qu'il faut aller plus loin, que c'est possible. L'agent me dit, on a effectivement une affectation à Nantes, mais l'effectif est saturé et on n'a pas de place. Et je les remercie en disant, je suis vraiment super content que vous me proposiez, que vous me Rennes, que vous me rapprochiez, mais s'il y avait la plus petite opportunité que ce soit Nantes, ce serait vraiment génial. Et quelques semaines plus tard, l'ordre de mutation indiquait effectivement Nantes. Donc je suis resté à Nantes pendant 5 ans en sureffectif. Comme quoi tout est vraiment possible. Comme quoi tout est possible, effectivement.
Votre épouse malheureusement décède et pour réaliser le rêve que vous aviez fait à deux, vous allez à nouveau bouleverser les conventions et obtenir un troisième miracle de mutation. Pour honorer sa mémoire et le rêve qu'on avait ensemble de partir en Nouvelle-Calédonie, je me suis fait un petit programme d'autosuggestion et j'en suis devenu extrêmement convaincu. Les collègues à qui je disais que je partirais en Nouvelle-Calédonie étaient très sceptiques parce que c'est quand même une affectation qui est très prisée. Je n'ai aucun piston. Mon chef de l'époque, le médecin d'unité, qui vient en courant en me disant « Il y a la direction centrale au téléphone, on vous propose une mutation outre-mer, c'est la Guyane ». Et là, je lui réponds « Écoutez, je serais bien parti en Guyane, mais vous savez, je suis en cycle d'études, donc ça va très vite dans la tête. Il faut savoir dire non tout en laissant l'opportunité à l'autre de comprendre que ce n'est pas le moment. Parce que quand on refuse une première mutation, il n'y a pas de deuxième. Donc c'est un moment sensible. L'année d'après, je reçois un coup de fil de la direction générale de la gendarmerie nationale, le sous-officier qui s'occupe du lien entre le service de santé des armées et la gendarmerie. On discute d'un projet d'implantation d'un pôle plongée à Nantes. Il avait confiance en moi, on discute environ pendant 1 heure. Ce gendarme me demande « Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie de militaire ?» Et les deux plus réfractaires sont en face de moi et je vois dans les yeux de ma collègue il ne va pas le dire, il ne va pas oser. Et je lui dis, pour te répondre franchement, je serais enchanté de partir à l'été prochain en Nouvelle-Calédonie. Et je vois les visages en face de moi qui sont pas horrifiés, mais vous voyez, Qui se décomposent. Et au bout du fil, j'entends, écoute, je ne sais pas ce que je peux faire, mais je vais voir ce que je peux faire. Et au mois de décembre suivant, quand j'ai reçu le message de mutation, c'était tellement évident que c'est venu valider ma conviction intérieure. Avant de quitter la Nouvelle-Calédonie, une petite anecdote digne d'Aladin. Quand j'ai quitté ce fameux régiment d'infanterie, j'étais en train de passer le permis poids lourd. Et il manque juste à rouler 300 km avec un instructeur pour valider ce permis. Je rencontre un homme qui fait partie du service de roulage de la gendarmerie et il me dit « Mais ça fait combien de temps que tu as passé, la théorie et la conduite ?» Je dis « 13 ans. Et tu sais qu'un permis, ça se valide en 18 mois. » Et quelques jours plus tard, je le revois et il me dit « Écoute, j'ai réfléchi, j'ai tout organisé, on va se prendre une journée ensemble, tu vas faire tes 300 km, comme ça on te valide le permis, est-ce que ça te convient ?» En rentrant de Nouvelle-Calédonie, vous manifestez à nouveau vos capacités d'obtenir toujours ce que vous voulez en obtenant un 4e miracle de mutation. Avant de partir en Nouvelle-Calédonie, je vais sur place voir l'homme qui a permis cette mutation. Il me dit « Bon, écoute, c'est super, mais est-ce que tu as pensé à ta mutation retour ? Donne-moi ta réponse au maximum dans 1 an, avant le nouveau plan de mutation. Je te propose Antibes, c'est quand même le centre national de plongée et d'enseignement de la plongée de la gendarmerie. Réfléchis-y, mais je pense que ce serait bien pour toi. » Le monde militaire, c'est quand même un monde assez cloisonné. Et la feuille de mutation indique obligatoirement un choix à Paris, un choix dans le nord-est, parce qu'en gros, pas beaucoup de monde veut y aller, 3 choix par ailleurs et pas plus de 2 choix dans la même région. Je me dis, mais si j'applique les directives qui me sont données, si je suis muté à Paris alors que je ne veux pas, ou dans le nord-est alors que je ne veux pas, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Et mes collègues me disent « Mais Guillaume, t'es complètement fou, tu vas te faire saquer, c'est pas possible de faire ça. Tu mets 5 choix dans le sud-est, on te dit pas plus de 2. » Et je dis « Mais d'accord, mais vous, on vous demande où vous voulez être muté, vous mettez des affectations où vous voulez pas, et c'est des affectations par défaut. Donc, écoute, quitte à être sanctionné, je vais mettre des affectations où je veux aller. » Quand le résultat des mutations est tombé, il faut dire quand même que sur place, je n'étais pas considéré comme le meilleur des infirmiers, donc celui qui était le plus reconnu, donc celui qui allait être le plus honoré. Et parmi tous ceux qui étaient mutés, médecins inclus, j'ai été le seul qui a reçu l'affectation de choix. En résumé, je me considérais nul, mais finalement, j'ai quand même obtenu ce que je voulais. Avant de quitter l'armée, vous en avez profité pour réaliser un de vos rêves. Oui, je m'y attendais vraiment pas. On est quasiment à la fin de mon temps militaire, enfin, j'avais décidé de quitter l'armée. Je rencontre un réserviste qui vient faire sa visite médicale pour ses activités. Ce réserviste était militaire du rang, donc considéré par les armées comme moins que rien, plus ou moins. Et ce moins que rien, il était pilote d'avion, plusieurs licences, pilote d'hélicoptère, plusieurs licences,
dont des hélicoptères à turbine. Donc quelqu'un qui est moins que rien et qui pilote notamment des hélicoptères, bah, je demande à voir. Et là, ça réveille chez moi ce vieux rêve de devenir pilote d'hélicoptère. Je lui dis « Ah bon, mais comment ça marche ?» etc. Il dit bah, « En marge de mon travail de sécurité, j'ai monté un centre de formation qui enseigne aux agents de sécurité comment se comporter pour les voyages VIP en hélicoptère. » Alors là, je me dis, c'est l'opportunité à saisir. Et il me dit, ah bon, t'es intéressé? Bah, si tu veux, je fais une formation dans 2 mois, viens. Et je lui dis, bah, d'accord, combien ça coûte? Et il me dit, écoute, on verra. Je le rappelle plusieurs fois et à chaque fois, il me répond, on verra. Le jour de la formation arrive, mais je te dois combien? Il dit, écoute, c'est organisé, t'inquiète pas, pour toi, c'est réglé. C'est quand même un stage qui coûte 700 € et il me l'offre. Je suis la formation théorique sur comment se comporter, etc. Et quand même, le but final, c'était de piloter un hélicoptère. Alors, piloter avec un instructeur, bien sûr. Et quand je suis monté dans cet hélicoptère et qu'on a décollé pour faire un quart d'heure de vol, un quart d'heure, c'est rien. Mais pour moi, ça représentait énormément. J'avais le manche en main, j'avais la manette des gaz sur la droite, et j'avais les pieds posés sur la direction de l'hélicoptère, donc tout était prêt, et je pouvais diriger. Et l'instructeur corrigeait ce que je ne faisais pas. Ça a été vraiment génial. Le stage se termine, et ce gars-là me dit « Vous avez été super, il y a 3 niveaux, je vous valide aussi le 2e niveau. » Sans l'avoir jamais fait. Voilà, donc je suis sorti de ce stage de 2 jours avec 2 niveaux, et il dit « Pour vous perfectionner, il y a aussi le 3e niveau, et là vraiment vous serez au top du top sur la sécurité de l'hélicoptère, transporter des VIP, c'est assez reconnu. » Et je lui dis « Écoute, ton stage il m'intéresse, je le fais. » Le stage se passe, et si la première fois j'ai piloté un 2 places, un Robinson 22, 2 pour 2 places. Là, cette fois-ci, on était 4 dans l'hélico, c'était un Robinson, un R44. Là, ça a duré un peu plus longtemps, 20-25 minutes. Et là, j'ai eu l'impression que c'était moi qui pilotais. Et quand l'instructeur m'a dit « Écoute, tu te débrouilles bien, on va faire des exercices de RASMOT ». Donc ça veut dire qu'on était à 15-20 mètres du sol. J'ai trouvé ça fantastique. J'avais réalisé mon rêve. Bon, effectivement, pas seul pilote à bord, mais ça a vraiment été un moment extraordinaire qui m'a montré que ce qui ne peut freiner nos rêves, nos envies, nos possibilités, c'est simplement nos peurs et le fait que nous ne croyons pas dans la possibilité de réaliser les choses. Récemment, vous avez été encore plus loin dans vos expériences et vous avez vécu notamment une journée à Paris sans argent. Oui, quand j'atterris à Paris, je cherche ma carte bancaire pour prendre le bus. Je me rends compte que j'ai uniquement ma carte d'identité et je n'ai pas de monnaie, je n'ai que ma carte d'identité, rien. Donc là, se pose à moi la question, comment je vais faire pour relier Orly à Paris, manger, et relier Paris à Charles de Gaulle pour prendre l'avion retour. Et il était hors de question que je mendie. Donc je me dis, je vais attendre que tout le monde soit rentré dans le bus et je vais demander au chauffeur. Et le chauffeur me dit, d'accord, entrez, le voyage va durer à peu près une 30aine de minutes. S'il y a un contrôle, c'est pour votre pomme. Et il me regarde et il me dit, mais vous n'avez vraiment pas d'argent? Je dis, non, je pensais avoir pris, mais j'ai rien. Mais comment vous allez faire pour manger ce midi? Je ne sais pas, je vais trouver, je vais jeûner, on verra. Il réfléchit et il me dit, et si je vous prête 20 €, ça vous ira? Vous me le rendrez quand vous rentrerez chez vous. Et il tire la caisse d'argent du bus, il sort 20 € et il me les tend. Alors là, merci la vie. Il y avait comme, si vous ne le renvoyez pas, ça n'a aucune importance, ça me fait plaisir de vous l'offrir. C'est mon interprétation. Mais dans le voyage des 20 €, il y a quand même le prix du ticket du bus. Donc quand j'arrive à Paris, il me reste 12 € quelque chose. Mais dans les 12 €, je sais déjà que je ne peux pas payer le billet de métro parisien et le billet retour Paris-Charles de Gaulle. Et je ne compte pas l'alimentation du midi. Je ne mange pas le midi et arrive le soir, je prends mon billet intramuros initial et il ne me reste pas assez d'argent pour payer le voyage de retour de Paris à Charles de Gaulle. Donc la seule option que j'ai,
c'est d'acheter un billet intramuros pour aller à Charles de Gaulle. Je rentre dans le métro et dans les correspondances, je rencontre des mendiants. Autant offrir ce que j'ai sur moi à ces mendiants. Démunis pour démunis, autant partager. Il fallait que je le fasse, c'était un appel intérieur, parce que quand on vit en confiance, tout est donné. Je mets le billet intramuros alors qu'on est à l'extérieur de Paris, et les portes s'ouvrent. Et là, je me suis dit, c'est quand même fantastique, il y a des très belles choses dans la vie, il suffit d'y croire. Et alors après, comment avez-vous fait pour rembourser l'argent au conducteur du bus qui vous avait avancé les 20 €? J'avais déjà payé mon billet aller-retour d'avion, donc quand je suis rentré, je me suis empressé d'aller chercher une très belle carte dans laquelle j'ai mis un petit mot avec un beau billet de 20 € et une intention de remerciement vraiment extrêmement grande. Quand et comment avez-vous commencé à manifester ces choses qu'on aurait cru impossibles? J'ai vécu beaucoup d'expériences où j'ai ressenti beaucoup de souffrance. Et du jour où j'ai décidé que ça devait s'arrêter et que j'avais le droit, moi aussi, à vivre autre chose, ça s'est mis en place de manière naturelle, parce que lorsqu'on commence à accepter d'être aimé, on peut accepter d'aimer, mais surtout accepter de s'aimer, c'est-à-dire tel qu'on est. Et plus on s'accepte, plus les choses deviennent évidentes, et plus les choses se manifestent de manière la plus simple possible. Mes premiers débuts de vie ont été difficiles. Je n'avais pas de repères ni paternel ni maternel. Il a fallu que je me construise sur des substituts, il a fallu que je trouve du sens à tout ça. C'était une quête. Et quand j'ai trouvé mes propres repères, c'est à partir de là que j'ai pu petit à petit croire en moi, croire en la vie, et observer que la vie ne me donnait qu'en écho de ce que je pouvais lui demander. Comme la vie donne, je lui demande beaucoup parce que je sais qu'elle peut donner beaucoup. Et que pour obtenir plus, il faut passer par une phase qui est nécessairement de la souffrance, qui est simplement une phase transitoire de passer d'un état à un autre, en confiance, en conscience. Alors, quelle est votre prochaine étape dans le processus d'Aladin? Mon prochain objectif, c'est vraiment de vivre chaque chose, chaque instant, avec la plus grande joie possible. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui disent « Mais non, arrête de faire ça, t'es fou, c'est pas possible ». Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, pourquoi il y en a qui réussissent, pourquoi il y en a qui ne réussissent pas, quels sont leurs modes de pensée, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, est-ce qu'ils écoutent leur intimité intérieure, est-ce qu'ils écoutent ce qui les fait vibrer. Si pour quelqu'un c'est piloter un avion, mais qu'il ne se sent pas capable ou que son environnement lui fait comprendre que ce n'est pas possible pour X raisons, eh bien en fait c'est ce en quoi on croit qui est possible. Et quand mon instructeur de pilotage m'a dit « Tu sais Guillaume, je ne le dis pas, je n'ai pas le bac et je suis pilote d'avion et bientôt je vais probablement être recruté par Air France ». Quand on imagine quelque chose, quand on le nourrit avec le cœur, quand on le vit avec le sourire comme si c'était déjà réalisé, tout se met en place petit à petit et parfois ça va très vite. Le mot de la fin? Soyez, vivez, riez, tout est possible. Ah mais quel beau programme, je signe tout de suite. Dans cette entrevue, Guillaume Ribard nous montre que pour réaliser des choses qui semblent impossibles, il est important de savoir clairement ce que l'on souhaite obtenir et de rester serein face aux conséquences possibles. Autre point important, être persuadé que ce que l'on vise va se matérialiser et persister jusqu'à son obtention. Enfin, être cohérent avec ce que l'on veut vraiment, quitte à passer outre certaines règles ou règlements. Si Guillaume Ribard l'a fait, pourquoi pas vous ?